Alors bonjour, donc c'est toujours Monsieur Diatta, donc dans la série donc des cours en ligne dans ce contexte donc de la COVID de 2019. Donc aujourd'hui on va parler du chapitre 3 pour le calcul des pertes de précomptées. On pourra aussi donc le calcul d'attention d'un câble en post-tension ou en pré-tension. Mais on va beaucoup nous accentuer donc aujourd'hui donc sur la post-tension. Alors le calcul donc des tensions. Donc, on va le voir en détail. Donc, ça se fait à une date donnée. Ok. Alors, pour la bibliographie, donc, voici les références que j'ai utilisées donc, dans ce cours-là. Donc, l'Eurocode 2 qui regroupe en même temps donc l'Eurocode plutôt donc le béton armé et le béton précontraint. Le cours de béton précontraint, donc Ouagadougou, donc le support de cours, donc le l'ENPC. Béton armé selon le béton précontraint selon donc les règles BPR, donc anciennes normes. Aussi donc pour Henri donc c'est la même chose, ok. Et vous avez donc les sites, plutôt il y a aussi donc le béton précontraint aux Eurocodes, donc selon Patrick Le Deliu, presse universelle donc de Lyon, 2003. Agrément technique, Fréchiné. Vous avez aussi donc les sites internet, donc il faudra voilà. Donc il y a ces sites internet donc qu'il faudra donc aussi regarder donc pour avoir donc des compléments de documents. Okay? Donc, en introduction, donc on va dire donc on désigne par perte de précontrainte ou perte de tension. Quand on parle de perte de précontrainte, donc c'est la force, ok. Et quand on parle de perte de tension, donc c'est la contrainte. Donc, il y a une relation entre la contrainte et la force. Donc, pour avoir de la force, donc il faut multiplier donc la contrainte par la section, ok. Donc, on désigne par perte de précontrainte donc toute différence entre l'effort exercé lors de la mise en tension à l'instant T0. Donc, cet effort-là, donc souvent la tension est égale à sigma P max et l'effort qui s'exerce à un point donné d'une armature donc à l'instant T donné. Donc, c'est la perte qui existe donc, dans l'armature entre T0 et T. Donc, T est le temps d'observation. Donc, les contraintes de travail de l'acier de précontrainte ne peuvent pas être déterminées de façon réglementaire, hein, comme en béton armé, puisqu'en béton armé, donc, on dit souvent, donc, on connaît donc les limites de l'élasticité, donc FYK, on peut donc en déduire donc, les valeurs de calcul FYD, ainsi de suite. En réalité, donc, ces phénomènes, hein, donc, on va voir donc les pertes, hein, ces phénomènes donc, qui n'avaient pas d'action sur la contrainte de l'acier en béton armé, donc interviennent donc de façon non négligeable donc sur les pertes de précontrainte telles que donc on va voir donc ces phénomènes-là, donc la liste de ces phénomènes-là. Donc la liste des phénomènes-là, donc vous avez donc le frottement des câbles sur les gaines lors de la mise en tension. Donc lorsqu'on tire donc les câbles, on les met en tension, donc les câbles vont se frotter donc sur les génératrices donc intérieures donc des gaines. Donc ça fait donc diminuer donc la tension. On va expliquer donc plus en détail donc à l'intérieur donc du chapitre là. Vous avez aussi donc le recul d'ancrage donc qui n'intervient pas pour les armatures de béton armées. Donc lorsqu'on veut bloquer, donc on met en tension et qu'on veut bloquer, donc le câble retourne à l'intérieur donc de la gaine. Et ce retour-là, donc ça dépend aussi donc des systèmes donc d'ancrage. Ok. Vous avez aussi donc la non-simultanéité donc de mise en tension des différentes familles de câbles. Puisqu'en béton armé, donc quoi qu'il en soit, donc si on a plusieurs lits d'armature, donc on peut avoir premier lit, deuxième lit, on les pose en même temps. Ici, pour la précontrainte, donc on fait la mise en tension donc un par un, donc famille par famille, on va dire famille par famille. L'activation donc aussi donc des pertes, des charges permanentes pendant les phases de construction, donc la prise en compte donc, de ces charges-là. Et puis donc il y a ces phénomènes-là, le retrait, donc le fluage, hein, donc, et la relaxation des aciers, donc qui sont des phénomènes donc, qui interviennent donc avec le temps.
Mais nous verrons donc pour la relaxation des aciers, donc on peut observer donc à court terme aussi. Donc la force de précontrainte varie donc à la fois dans l'espace, donc à cause des frottements, avec l'abscisse le long du câble, donc dû à des frottements, mais aussi dans le temps à cause donc du retrait du feuillage d'une part et de la relaxation donc des acides d'autre part. Donc vous voyez donc ici ces phénomènes-là, donc c'est des phénomènes qui s'observent donc de façon différée, on va dire dans le temps. Donc c'est ça qui va représenter donc les pertes différées. Donc ainsi, donc les pertes de tension peuvent être ventilées en deux catégories. Donc les pertes instantanées, donc obtenues après la mise en tension à la date T et à l'abscisse donc X donné, puisqu'on a dit que donc les pertes dépendent donc de T et de X, donc l'abscisse. Donc on distingue parmi ces pertes instantanées donc les pertes de frottement, donc on a dit donc les pertes de à la mise en charge donc de l'ancrage, donc la rentrée d'ancrage ou le glissement. Vous voyez donc souvent donc le terme SL, donc slide. Les pertes par déformation instantanée, donc nous voulons dire les pertes par relaxation à court terme. Hein, donc parfois donc c'est négligé, donc dans certains cas, vous voyez donc les gens ne vont pas calculer donc ces pertes-là. Mais rigoureusement, donc c'est des pertes donc à prendre en compte, ok? Donc vous constatez donc ici, et puis donc on a les pertes différées, comme je venais de le dire, donc les pertes après la mise en tension à la date T infini, théoriquement, donc T infini, donc à l'abscisse donc X. Donc théoriquement, le T infini, donc on va voir que c'est égal à 57 ans ou bien 500 000 heures, ok? Mais vous verrez donc les pertes de précompteur sont calculées avec de très nombreuses donc, approximations. Donc, il est donc inutile donc, de chercher une grande précision avec beaucoup de chiffres significatifs. Donc, nous allons voir donc, tout ça donc, à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est les pertes, l'expression donc, des pertes différées, et ça, c'est l'expression donc, des pertes instantanées. Donc, la tension maximale donc, appliquée au bout, donc moins ces pertes-là, instantanées, moins les pertes-là vont donner donc la tension à un instant donné, donc un instant T donné donc d'observation. Ce temps-là, donc, ça peut être égal à l'infini, donc, mais T infini, donc théoriquement dans l'Eurocode 2, on a dit que c'était l'infini, donc c'est égal à 57 ans. Okay? Voilà. Alors, pour cela, donc, pour entrer en détail dans ces calculs-là, nous allons d'abord définir donc, quelques paramètres. Donc, les paramètres, donc, on a la force de précontrainte maximale. Donc, dans un câble, donc, la force mesurée sur les vérins hydrauliques au moment de la mise en tension des armatures est maximale. L'Eurocode donc, va fixer donc, cette valeur réglementaire donc, on va voir donc la force, donc c'était P max, donc ça va être égal à la section d'armature multipliée par sigma P max. Sigma P max donné par cette clause-là donc est égal à P max est égal à minimum entre 80% de FPK et 90% de FP01K. Donc ces paramètres-là, FPK et FP01K, donc on l'a vu dans le chapitre précédent. AP donc étant la section d'armature donc de précontrainte. Donc, sigma P max est la contrainte, donc tension à l'origine, ou la tension qu'on impose devant un ancrage actif. En réalité, donc c'est ça, c'est la tension qu'on impose devant un ancrage actif et les dispositifs donc d'épanouissement. Donc, on va voir donc ce que ça signifie. Si vous regardez donc ce schéma-là, donc en réalité, donc P max, donc c'est la tension qu'on applique donc ici. C'est la tension qu'on doit observer donc, au niveau du point O. Et en réalité, donc, on constate que entre le point O et le point A, donc des vérins, donc il y a une perte. Donc, on suppose que cette perte-là est inférieure donc, cette perte est sensiblement égale à 2%. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que si vous regardez, donc, on a sigma P max donc, ici. Ensuite, donc, on a sigma PA, donc, qui est égal à ça. On tient compte donc, de cette perte-là. Donc, la tension qu'on doit mesurer ici, donc, ça doit être supérieur donc, à la tension maximale donc, de 2%, ce qui fait que la valeur qu'on va mesurer ici, on est sûr d'obtenir donc ici entre le point
A et le point en tenant compte des pertes, donc on va observer donc ici la valeur réglementaire. On pourrait l'écrire d'une autre manière aussi, mais je préfère donc cette écriture-là. OK? Donc, vous voyez donc ici, donc on a le vérin, donc la tension qu'on mesure donc à ce point-là, donc on peut à l'intérieur, et la tension qu'on mesure donc ici. OK? Donc, lors de la mise en tension, qu'est-ce qui se passe? Donc, on tire donc les câbles de ce côté-là. Donc, tout ce que je viens de dire, donc c'est la tension qu'on mesure à ce niveau-là. Donc, les câbles, donc la valeur maximale qu'on va mesurer ici, on va se rendre compte après que cette valeur-là n'est pas égale n'est pas égale aux valeurs qu'on va trouver donc à l'intérieur donc de la poudre. Ici, on a un ancrage actif et on a un ancrage aussi donc passif. OK? Que nous avons vu donc dans le chapitre précédent. Voilà. Donc, on a un autre paramètre donc, qui s'appelle donc la précontente initiale. Alors, la précontente initiale, donc, c'est la différence entre la précontente maximale et les pertes instantanées. On dit donc c'est la force appliquée au béton immédiatement après la mise en tension et mise en place de l'ancrage précontente par post-tension. Donc, c'est dans ce cas. Donc, mais donc, c'est le processus donc ici, donc, pour le cas de la précontente par post-tension. Ou après transfert donc, de la force de précontente, donc processus donc, suivant le cas de la précontente par prétention, donc elle est obtenue en retranchant donc, les pertes instantanées. Donc, les pertes instantanées que nous venons de voir donc, tout à l'heure. OK? Et donc, qui est lié au frottement, recul d'ancrage, déformation élastique et puis donc relaxation à court terme. Donc, on enlève donc de P max l'ensemble de ces pertes-là et on obtient donc la perte la perte de précontente initiale, la force de précontente initiale. Donc, l'Eurocode donc aussi a limité donc cette perte-là, donc P initial, donc il a limité donc à une valeur réglementaire. OK? Donc, la valeur réglementaire, c'est que P initial donc, doit être inférieur donc, à PM0. PM0 est une valeur réglementaire puisque c'est égal à AP multiplié par sigma PM0 qui est limité. Donc, sigma PM0, donc voici donc la valeur qui est là. OK? Pour la post-tension. Donc, on va s'intéresser donc pour la post-tension. Donc, sigma P donc pour la post-tension, donc c'est égal à minimum entre 77% de FPK et 87% donc de FP0K. OK? Donc c'est la contrainte dans l'armature immédiatement après la mise en tension donc, ou le transfert. Donc, que ce soit donc, dans le cas donc, la précontrainte par post-tension et la précontrainte par post-tension, prétention ou post-tension. Voilà. Donc, on va voir donc un autre paramètre donc, essentiel. Donc, c'est la force de précontrainte probable, PM de T, donc de X. Donc, lui, donc, cette force-là, donc, c'est la différence entre la force de précontrainte maximale moins donc les pertes instantanées et les pertes différées. Donc, c'est la force obtenue donc, après déduction donc, des pertes totales, pertes instantanées et pertes différées à la force donc, maximale. Donc, la formule, donc, c'est bien ça. Donc, PM de T est égal à P max moins donc l'ensemble des pertes instantanées plus donc, les pertes différées. Donc, les pertes différées, donc, on va l'écrire donc, sous cette forme-là. Delta P, C, donc dû au fouillage, S, donc dû au retrait, et R, donc dû à la relaxation de l'acier. Okay? Donc, de ce fait, donc, on peut aussi donc, développer donc, cette formule-là, puisque nous savons que donc, P max moins P delta PI, donc ça prend donc, le PM0. Okay? Donc, on peut donc écrire comme ça, donc PMT est égal à PM0, donc moins delta PC plus S plus R. Okay? Donc, si on l'exprime donc en fonction de A, en fonction donc des sections d'armature, on peut donc simplifier, on peut donc factoriser par A et on va obtenir donc les expressions que vous voyez donc ici. Voilà. Donc, on peut obtenir donc ici à part là, on va écrire donc PM de T de X va être égal à AP facteur de sigma PM de T. Et sigma PM de T, donc en réalité, donc ça va être égal à donc, ça va être égal à P, sigma PM0 moins delta de sigma PE, PC plus S plus R. Donc, on peut écrire donc ici, vous voyez donc cette expression-là, on peut l'écrire donc PM de T étant égal à AP, donc fois sigma PM de T. Donc, si on veut connaître donc cette force-là, il suffit juste de connaître donc l'expression-là. Okay? Et l'expression-là va tenir compte donc des pertes différées. Nous allons voir donc plus loin.
Voilà. Donc, on vient de définir donc les différents paramètres. Donc, il y a aussi, donc, alors, c'est pas fini, donc, il y a les paramètres donc, aux états limites ultimes, notamment donc, la valeur de calcul de la force de précontrainte aux états limites ultimes. Donc, c'est égal à P de t, donc, va être égal à gamma P multiplié par Pm de t de x. Le gamma P, donc, dépend des situations. OK? En situation de projet durable ou transitoire, donc, gamma P va être égal à 1. Donc, ça veut dire que dans notre cas, donc, lorsqu'on n'est pas dans des situations exceptionnelles, on peut prendre donc gamma P est égal à 1. Ici, sauf dans, on peut avoir donc gamma P aussi va être égal à gamma P favorable. Donc, dans le cas, donc, la précontrainte extérieure, donc, état limite de stabilité de forme, ou bien dans le cas des vérifications des effets locaux, on peut prendre gamma P, et P est égal à 1,2. Ensuite, on a les effets de la précontrainte de service, à l'état limite de service et à l'état limite de fatigue. Donc, à ce niveau-là, la clause, donc ici, bien sûr, nous dit que donc, les calculs aux états limites de service doivent tenir compte donc, des variations possibles de la précontrainte. Donc, contrairement, donc ici, on définit donc deux valeurs caractéristiques de la force de précontrainte. Donc, ces valeurs sont là. Donc, on a PK sup et PK inf. Donc, PK sup, donc c'est R sup, donc fois PM de T. Donc, vous voyez toujours donc, la valeur de la précontrainte probable donc, intervient toujours. Alors, les R sup et R inf donc, dépendent donc, du type de précontrainte de post-tension. Du type de précontrainte par post-tension ou par prétention. Donc, ici, R sup est égal à 1,1. Donc, Rm est égal à 0,1. Donc, en post-tension avec des armatures adhérentes. Autrement dit, avec des armatures où on a mis donc, des coulées à l'intérieur donc, des gaines. Ici, donc, en prétension avec des armatures non adhérentes, donc, on a donc, ces paramètres-là. Donc, aux états limites de service, donc PK sup, ça va être égal à 1,1 fois PM de T. Et PKM, ça va être égal à 90% donc, de PM de T. Okay. Alors, nous allons maintenant présenter donc les pertes. Donc, avant de nous lancer dans les calculs, nous venons de voir donc que la tension à un point donc, du câble dans la structure diffère de la force différée avec laquelle donc, le câble donc, a été tendu. Donc, du fait d'un certain nombre de phénomènes que nous avons décrits qui font baisser significativement donc, cette tension. Donc, la force de précontrainte dans un câble varie à la fois dans l'espace et dans le temps, donc selon l'abscisse et dans le temps. C'est d'ailleurs donc à cause de ces pertes qu'on est obligé d'utiliser des câbles à très haute limite de rester donc contrairement en béton armé. Donc, comme on regroupe donc habituellement donc ces forces en deux parties, donc les forces instantanées et les forces différées, donc pertes instantanées et pertes différées. Donc, nous allons procéder de la même manière donc pour faire le calcul, ok? Alors, selon la clause 5.10.3, paragraphe 3 de l'Eurocode 2, on va voir donc en réalité, donc, il y a les mêmes types de pertes qu'on rencontre pour la prétention et la post-tension. Il y a une toute simple petite différence que nous allons voir tout de suite. OK? Donc, voyez donc ici, si on montre les deux cas, OK? Donc, on a les quatre types de pertes, donc instantanées. Déformation élastique, comment on appelle, le frottement, donc qui est là aussi, la rentrée d'ancrage qui est là aussi, la relaxation à court terme, donc qui est là, même si donc les expressions ne sont souvent pas les mêmes. Mais ici, vous avez donc un paramètre supplémentaire qui est éventuel, donc on a dit donc, la cure thermique, hein, parce que pour la prétension, donc souvent, on fait donc la cure thermique pour avoir donc un développement de la résistance donc très rapide donc des éléments afin donc de les déplacer et de faire donc d'autres éléments encore. Donc, il convient donc pour la précontrainte par prétension comme à la précontrainte par post-tension de prendre en considération donc le cas échéant donc les influences immédiates donc que nous venons donc de citer comme ça, donc 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est les influences immédiates, ok. Le cinquième ici donc est éventuel, donc ça pourrait se faire donc ou ne pas donc aussi exister.
Alors, nous allons voir donc en réalité, donc ces pertes-là donc sont indépendantes. Donc les déformations élastiques, le frottement, le recul d'ancrage, donc la relaxation sont des pertes indépendantes. De ce fait, donc on peut les additionner donc sans problème. On peut additionner donc les pertes donc liées à déformation élastique, relaxation, le frottement et le recul d'ancrage. Ok. Si on essaie donc de linéariser, donc comme on l'a vu tout à l'heure en les estimant en fonction de AP, on peut donc écrire donc delta PI donc va être égal à AP facteur de donc les contraintes donc, qui sont à l'intérieur ici. Okay. Voilà. Donc de ce fait, on peut écrire donc delta PI va être égal à AP facteur de donc delta donc de PL plus R plus mu plus SN. Voilà. Voilà. Donc les pertes de précontrainte différées, hein, donc pour les pertes de donc on vient de voir donc les pertes de précontrainte instantanées, donc que ce soit en post-tension, en pré-tension. Ici, pour les pertes de précontrainte dans le cas de la précontrainte par pré-tension et la précontrainte par post-tension, donc on a pratiquement donc les mêmes choses, ok? Donc il n'y a pas de différence. Donc ici, comme on vient de voir donc pour la prétention, on a éventuellement donc la cure thermique. Donc ici, donc les pertes donc résultent donc des pertes dues à la réduction de l'allongement de l'armature causée donc par la déformation du béton sous charge permanente. Donc, charge permanente donc, est provoquée donc par le fouillage, donc, du fait du fouillage, du retrait du béton, donc d'une part, donc c'est des fermés qui interviennent donc avec le temps. Des pertes dues à la diminution de la contrainte de l'acier du fait de la relaxation à long terme donc des armatures de pré-contrainte. Vous voyez donc la relaxation dont j'ai parlé donc tout à l'heure, donc c'est aussi, ça intervient aussi à court terme, mais aussi donc à long terme. Donc l'expression PMDT donc est égale à ça. On peut donc si ça c'est l'encadré, donc c'est les pertes différées. Hein, donc à part de là, on peut donc exprimer toujours en fonction de AP. On peut donc delta de PC plus S plus R donc va être égal à AP facteur de delta sigma. Donc voilà, c'est ce qui est encadré là. Donc maintenant, donc, connaissant donc les différentes pertes, donc après avoir exprimé donc l'origine donc de ces différentes pertes, nous allons essayer donc d'observer donc ces pertes là donc sur une figure, ok. Donc je rappelle donc nous venons de voir donc les pertes instantanées, donc pertes instantanées, aussi bien en précontrainte par prétension qu'en précontrainte par post-tension. Et nous voyons donc ici sur ces diapositives donc les pertes différées, ok. Donc ici, pour le cas des pertes de prétention, vous voyez donc ici, si on observe donc ceci, donc ce diagramme-là, donc vous voyez donc c'est la perte, c'est la tension au point haut. Donc après ancrage, hein, donc placement de l'ancrage. Donc vous voyez donc ici on est en prétension, bien sûr, donc on est là, sans étuvage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cure thermique. Hein. Donc vous voyez donc si il n'y a pas de cure thermique, donc on peut le faire, donc on ne peut pas le faire. Donc, vous avez donc le frottement donc, dans les déviateurs. Donc, lorsqu'on fait la mise en tension, donc, vous avez donc les premiers donc, pertes donc, sont liées au frottement au niveau des déviateurs. Ça, c'est pour les grandes structures, hein, parce que pour les poutrelles précontraintes, pour les planchers, donc, on met pas souvent de déviateurs. Et pour les poutres de pont, donc, on met souvent des déviateurs. Donc, vous avez donc les premières pertes qui sont liées à ça. Ensuite, donc, le glissement, donc, lorsqu'on veut faire donc l'ancrage, donc, il y a un retour donc, des câbles à l'intérieur. OK. Ensuite, on a les pertes donc, liées à la relaxation sur le banc, donc relaxation donc, à court terme, et donc relâchement donc, des armatures. Donc, on obtient donc, cette tension qui est là, cette précontrainte donc, qui est là. Donc, on obtient donc, cette précontrainte donc, qui est là. Et on va subir encore, donc, après donc, relâchement des armatures, donc il y a une autre perte donc, qui est liée à la déformation instantanée du béton. Le béton donc, va se comprimer, donc, va être comprimé donc, sous l'effet donc, des câbles qui retournent donc, à l'intérieur. Okay? Donc, au finish, donc, on obtient donc, si PM0, hein, donc on va dire P initial, donc ça est égal à P max moins l'ensemble des pertes là, instantanées. Donc, ça, ceci représente les pertes instantanées. OK?
Et comme on a vu tout à l'heure, donc ces pertes-là, donc le PM0, donc l'ensemble des pertes-là, on va dire P max moins l'ensemble des pertes est limité, donc réglementaire, donc réglementairement ici, donc à sigma PM0. Donc dans notre cas, on a vu donc, oui, je crois qu'en prétention, donc c'est 75% donc de FBK, en post-tension c'était 77. Mais ici on est dans le cadre donc la prétention. Et vous avez donc après donc les pertes différées. Les pertes différées, donc on a vu donc ça dépendait donc du fluage, du retrait et donc de la relaxation à long terme. Ok. Voilà. Donc voici comment on peut les observer. Donc ces pertes-là différées et comment on appelle instantanées. Voilà. Donc ouais, donc les pertes instantanées donc interviennent entre sur une durée donc T1. Donc 0 moins T1, donc ça fait T1. Donc, on va observer donc ici le temps d'observation donc des pertes, comment on appelle les pertes instantanées. Donc, c'est pendant la phase de durcissement du béton. Ça intervient donc pendant la phase de durcissement donc, du béton. Et vous avez donc leur perte donc différée. Donc, voilà. Ensuite, en post-tension, contrairement donc à, comment on appelle, je vais retenir en français donc pour que vous compreniez. Donc, vous voyez donc ici, on a que le frottement dans les déviateurs. Donc, le frottement dans les déviateurs. Donc, ici, donc, au niveau de la précontrainte par post-tension, donc, on va avoir donc, un frottement qui, tout au long donc, du parcours. OK? Donc, je vais d'abord vous présenter. Donc, ici, vous avez donc le P max. Après, donc, vous avez donc le relâchement donc, lié au glissement à l'ancrage. Ensuite, vous avez donc les déformations instantanées du béton. OK. Ensuite, donc, on a donc le retrait, le fouillage. Donc, ça, c'est des phénomènes qui interviennent donc, dans le temps. OK? Mais ce que je veux vous montrer, donc, ici, c'est au niveau de l'ancrage. La première courbe que vous voyez donc comme ça, c'est au niveau de l'ancrage. OK? Donc, c'est au niveau de l'ancrage, au niveau du point O. Donc, c'est la courbe comme ça. Donc, ici, on a section en x est égal à 0. Et aussi, donc, si on a section en x quelconque, donc au-delà donc, du point 0. Donc, vous constaterez que donc, au niveau de l'ancrage, il n'y a pas de glissement, donc il n'y a pas de frottement, mais à l'intérieur, donc, il y a des frottements. C'est pourquoi, entre les deux courbes, vous avez donc cette perte donc, due au frottement. OK. Voilà. Et les pertes, donc, ici, instantanées, donc, interviennent donc, pendant cette phase-là. Donc, pendant cette phase-là, vous avez donc d'abord le recul donc, de l'ancrage, ensuite vous avez l'échelonnement de mise en tension. On va voir donc ça. Donc lorsqu'on fait donc sur le premier câble puis le deuxième, donc il y a chute donc des autres câbles, ainsi de suite. Ok, il y a chute successive donc des câbles donc le long donc pendant donc la mise en tension, puisqu'on va rarement on fait la mise en tension des câbles simultanément. Donc on le fait donc câble famille par famille ou câble par câble. Voilà, donc, alors ça c'est PM de T, donc T égale infini, mais vous avez ici donc PM de T, donc le temps, donc un temps d'observation quelconque, donc au niveau donc d'une section quelconque et au niveau donc de l'ancrage. Ok, donc on a deux valeurs, donc le temps à l'ancrage, donc l'ancrage actif et le temps donc à une position donnée, donc la poutre. Voilà. Donc vous avez donc les deux valeurs, donc PM de T à x est égal à 0 et PM de T pour x différent de 0. Alors maintenant, donc, pour les pertes, donc, on va déterminer donc, les valeurs donc, de ces pertes-là. Donc, on a parlé donc, des pertes de déformation élastique du béton, pertes dues à la déformation instantanée du béton, raccourcissement élastique. Donc, les pertes par échelonnement de mise en tension. Donc, on a deux valeurs donc, ici, deux pertes. On va voir donc, les pertes par échelonnement de mise en tension. Ensuite, donc, les pertes dues aux charges permanentes. Donc, ici, l'échelonnement de mise en tension, donc ici, très souvent, donc, une poutre comporte donc, plusieurs câbles. Donc, les tracés individuels donc, des armatures donc, sont généralement donc, différentes. Même si dans le calcul, donc, sont faits uniquement avec les câbles moins. Donc, sur une poutre, on peut avoir donc première famille qui fait comme ça, première famille donc presque horizontale, deuxième famille donc avec une forme parabolique, troisième famille avec une forme aussi convexe. Ok.
On peut avoir donc ça. Donc, je vais vous montrer donc ça sur les images que nous allons voir tout à l'heure. Donc, les pertes donc, correspondent aux pertes, donc elles correspondent aux pertes de précompte dues à la déformation du béton liées à l'échelonnement donc des mises en tension. En effet, les armatures assurant la précompte d'une poutre ne sont pas donc toutes mises en tension en même temps. Donc, pour des raisons, donc d'après Patrick Ledelu. Premièrement, d'un point de vue économique, donc une mise en tension simultanée exigerait donc une débauche donc, de vérin sur le chantier. Donc, ça veut dire que donc, si une poutre comporte plusieurs ancrages, donc si on veut faire la mise en tension en même temps, il va falloir donc faire amener donc plusieurs vérins en même temps et faire la mise en tension. Donc, ça, c'est voilà, donc c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas le faire, donc ça coûte cher. Ensuite, du point de vue aussi pratique, l'encombrement des vérins est tel qu'il imposerait donc des distances entre les entre axes d'ancrage, donc très important. Donc, compte tenu donc de l'encombrement d'un vérin, donc les vérins, donc on peut avoir donc plusieurs types de vérins, mais l'encombrement d'un vérin, donc si on doit faire la mise en tension donc, des différents ancrages en même temps, alors donc il va falloir donc espacer donc, pour mieux placer donc, les vérins. Ça conduirait donc à des abus de poutres un peu monstrueux, comme il a dit. Donc, de plus, donc, pour des raisons aussi technologiques, donc, certains ouvrages donc, sont construits par phasage, notamment donc, les ponts à encorbellement. Donc, ici au Sénégal, donc, enfin, Sénégal-Gambie, on a le pont de la Gambie qui a été construit donc, selon cette méthode-là. En effet, donc, une fois le premier câble tendu et ancré, donc, lorsqu'on tue donc, la première famille, on ancre. La mise en tension du deuxième câble provoque un raccourcissement du béton. Donc, le premier câble va raccourcir, mais lorsqu'on va mettre encore le deuxième câble alors que le premier câble était déjà en place, donc le deuxième câble qui va être mis en tension aussi va raccourcir donc la poutre. En même temps, donc, le premier câble qui était sur place donc, va perdre encore donc, de tension. Voilà, donc on dit ici donc le premier câble subit donc le même raccourcissement, c'est le même raccourcissement, donc entraînant donc une baisse de sa tension. De même, donc, la mise en tension donc, du troisième câble va entraîner donc, le raccourcissement donc, de la poutre et des deux premiers câbles, ainsi de suite. Donc, ça se manifeste comme ça. Okay? Donc, sauf dans les cas rares donc, où plusieurs câbles seraient tendus donc, de façon rigoureusement simultanée, il faudrait donc faire donc, en principe donc, le calcul des pertes câble par câble, ce qui serait donc très laborieux. Donc, dans la pratique, on va essayer donc, de faire ça d'un seul coup. Donc, on se contenterait donc en pratique d'une évaluation plus sommaire qui se justifie donc par la faible importance relative donc des pertes en question. Donc, pour ce faire, on regroupe donc les câbles en familles homogènes. Donc, sont considérés comme appartenant donc à une même famille. Donc, tous les câbles de tracés comparables. Je vais vous montrer donc tout de suite les tracés, donc on va le voir après. Donc, tous les câbles de tracés comparables tendus au cours d'une même phase de construction. Okay? Donc, les câbles d'une famille donnée donc, sont tous affectés d'une même perte moyenne donc, par déformation élastique du béton. Donc, par échelonnement, de l'échelonnement donc, des mises en tension des différents câbles de famille en question, de l'application des charges permanentes additionnelles. Donc, on va voir donc, parce que les charges permanentes de la poutre en phase de construction, on va dire donc à l'atelier, donc n'est pas la même chose que lorsqu'on le met sur place. Puisque lorsqu'on le met donc en atelier, donc dans l'ère de préfabrication, la poutre donc elle n'est pas remplie, donc toute la section de la poutre n'est pas fabriquée. Donc il y a une partie qui est fabriquée, il y a une partie qui va être coulée sur place encore. Donc, vous allez avoir donc à s'en compter aussi donc les poids morts donc qui peuvent intervenir donc avant la phase définitive. Donc, voici comment ça se fait. Donc, ici, vous avez donc tracé comparable. Donc, on a la première famille ici, par exemple. Donc, on a la deuxième famille, donc ici. Donc, en premier lieu, on va tirer donc d'abord ces câbles-là. Vous voyez donc ici, c'est très gênant. Donc, si on ne le fait pas donc, avant de poser la poutre, vous n'aurez pas donc la place pour pouvoir donc faire la mise en tension ici. OK? Donc, ça, c'est pouce d'un pont. Donc, vous voyez, donc, il faut d'abord tirer donc, ces câbles-là, première famille. Ensuite, donc, la deuxième famille va être tirée une fois que la poutre donc, est sur place et après avoir mis donc d'autres charges. Donc on peut mettre donc on peut en ce moment
tirer la deuxième famille et éventuellement la troisième famille, donc si ça existe. C'est comme ça qu'on fait. Donc, voilà, donc il faut toujours, donc les premières familles, il faut toujours les mettre. Donc, sinon, si vous les posez, vous n'aurez pas de la place donc, pour les faire. Donc, ces premières familles de câbles sont tirées avant donc mise en place. Donc, si la mise en tension d'un ensemble de n câbles à la date T, hein, donc correspondant à une force P, provoque une variation donc sigma Cp, donc j'ai appelé donc sigma C indice P pour montrer que c'est lié à la précontrainte P. Donc, dans un béton, au niveau du centre de gravité des armatures, chaque câble donc, doit reprendre, donc on a n câbles, donc chaque câble va reprendre donc, individuellement la force P sur n, en étant le nombre de câbles donc, d'une même famille. Alors, chaque câble apporte donc une variation donc, correspondant donc, au sigma Cp divisé par donc, n. Donc, à partir de là, donc, si nous connaissons donc, la contrainte, on peut donc connaître donc, la déformation non correspondante. La déformation étant égale à contrainte divisée par donc, le module de Young du béton. Okay? Donc, la variation va donc c'est égal à ça. Et à partir de là, donc, comme le béton et l'acier donc, sont adjacents, donc, on peut donc déterminer donc, la perte de précontrainte donc, qui est reliée donc, à cette déformation-là. Donc, ça va être égal à le module de Young de la de précontrainte multiplié par cette déformation que nous venons de définir ici. Donc, ça sera égal à, donc ça va être égal à EP, donc sur ECM de T, facteur donc, de la contrainte ici. Variation donc d'une famille de câbles. Donc, du fait de la non-simultanéité donc de la mise en tension des N câbles, hein, donc on a donc le premier câble tendu va subir, donc ça c'est une explication de ce que vous venez de dire. Le premier câble tendu va subir n-1 fois donc cette perte-là, puisque si on a n câbles, le premier câble étant tiré, donc les autres câbles, si on tire l'ensemble des autres câbles, on va avoir donc n-1 fois cette perte-là. Le câble 2 aussi donc, va subir donc n-2, câble I, n-I, donc câble N, donc 0 perte. Okay. Dernier câble ne va pas subir donc de cette perte-là. Donc, de ce fait-là, donc, chaque câble, donc, prenons donc cette équation-là, la perte moins subie pour la famille des n câbles, donc ça va être égal à, donc, donc par cette expression-là, sigma PL. Donc, à partir de là, donc, cette expression-là, donc, si on le développe, ok, la somme de n-1 plus ainsi de suite, donc jusqu'à 1, on obtiendra donc si c'est n, donc, fois n-1, donc le tout sur 2n. Ok. Donc, à partir de là, donc, on va simplifier donc, notre équation. Donc, sigma PL qui est là va être égal à n moins 1 sur 2n, donc facteur de ça. Donc, ça, c'est pour, on va dire, donc, un câble. Okay, donc, pour un câble. Donc, pour un câble, donc, il faut multiplier donc, par n. Donc, les paramètres, donc, sigma CP, donc, c'est la contrainte, donc, la variation de la contrainte, donc, liée à la précontrainte seulement. Donc, ici, vous avez donc c'est la force précontrainte sur la section de béton. En réalité, donc ici, j'aurais dû écrire donc ACN, donc puisqu'on est en phase, on n'a pas encore donc mis le coulis, donc on est en phase construction, donc on n'a pas encore mis le coulis. Plus P fois E0, donc c'est le moment de la précontrainte, donc fois E0, donc sur appui, donc ici ça doit être IC, donc je me suis trompé, donc je vais rectifier. Ça doit être IC ici, donc c'est IC. Ok, il faut que je rectifie ça après. Donc ECM de T donc, est égal à FCM de T donc, fois ECM, donc cette formule-là. Donc c'est une formule donc, pour le code 2, béton armé. EP, donc le paramètre EP donc, est égal à ça. Et N, donc c'est le nombre de câbles. Ok, donc N étant le nombre de câbles. Voilà. Donc sigma c'est donc voilà. Alors, maintenant on va voir donc l'autre partie, donc c'est les pertes dues aux actions permanentes appliquées à une date postérieure donc à la mise en tension. Donc, toute action J, toute action permanente J appliquée à une date T postérieurement donc, à la mise en tension et à l'ancrage d'un câble de précontrainte provoque dans le béton adjacent donc, une variation correspondant donc delta sigma CG. Donc, G indigé, donc c'est charge permanente. Donc, une variation correspondante, donc comme on a vu donc, tout à l'heure, donc ça va être égal à
delta sigma CG, donc sur ECM de T. Donc, si cette action permanente crée donc des tractions dans le béton, la tension des câbles augmente. Donc, s'il s'agit donc d'une compression du béton, la tension des câbles donc, va diminuer. Les câbles donc, considérés subissent donc, la même variation de déformation, d'où une perte de tension donc, ou un gain, donc tout dépendra. Et on a donc ici delta sigma PG, donc pour la précontrainte, la perte de tension, perte de précontrainte, donc c'est EP fois cette déformation. Or, cette déformation-là est égale à delta sigma CG, donc fois CMDT. OK? Donc, de façon plus simple, on peut écrire donc delta sigma C ici, en tenant compte donc des pertes que nous venons de voir donc liées à la précontrainte et de MG. On peut donc écrire donc delta sigma C est égal à sigma C de T, qui va être égal à donc sigma C de T de X, donc le long de la poutre, et de Y, donc qui dépend de la position donc du câble. Donc la position du câble va varier donc entre Y, voilà, donc en fonction de Y. Et cette position du câble, donc ça dépend, donc ça varie donc suivant donc les coordonnées, puisqu'on va avoir une forme qui est parabolique comme ça. On va avoir une forme qui est parabolique comme ça. Voilà. Donc, voilà, donc ici, voilà donc l'importance donc de ce paramètre, le bras de levier. Donc, lorsqu'on veut calculer donc, la contrainte du béton au voisinage donc, ou bien on va dire au centre de gravité donc, des armatures précontraintes, il suffit de prendre donc ici Y est égal à E0. Dans ce cas, on va avoir P E0 donc fois E0 au carré. OK, donc sur IN. Voilà, donc ici, on aura aussi donc E0. Voilà, donc les expressions sont là pour la précontrainte et pour la charge permanente. Okay? Donc, compte tenu donc, de ces deux pertes, hein, donc perte par échelon de mise en tension, des mises en tension et perte par application des charges, on peut admettre donc une valeur moyenne, donc delta PL, donc dans chaque armature, donc qui va être égal à delta PL, donc qui est égal à EP, donc fois l'ensemble donc, des déformations. Hein, donc, on va dire donc EP facteur donc de cette somme-là. Donc, les pertes de précontrainte, donc ça va être égal à delta PL va être égal à AP fois sigma PL. Donc, même si on développe, donc on observe. Donc, ça, c'est donné dans la clause 5.10.5, donc point 1, paragraphe 2 de l'Eurocode 2. Ici, on va développer donc le X, le J plutôt, donc le J, hein, donc compte tenu de ce que nous venons de voir, donc le premier terme donc de J, donc N-1, va représenter donc le nombre d'armatures identiques mises en tension successivement de manière donc approchée. Donc lorsque N est très grand, en factorisant, on va trouver donc ça tend vers 1,5. Donc J va tendre vers 1,5 et le J est égal à 1, donc correspond aux charges permanentes, comme nous venons de voir tout à l'heure. Donc cela dit, donc, on peut donc, à part de là, donc, calculer, donc connaître donc l'expression donc des pertes de précontrainte donc liées à la déformation, à l'échelon des mises en tension, ok, et aux charges permanentes. Donc ça c'est l'expression générale donc que nous devons retenir donc ici, ok. Bien sûr les actions permanentes, donc ça on l'a développé tout à l'heure, donc c'est juste une répétition. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, comme j'ai dit, donc, la contrainte dans le béton, donc, on peut connaître donc, cette contrainte-là à n'importe quel moment et en fonction donc, de la position donc, qu'on cherche. Si on cherche à avoir donc, la contrainte en flux supérieur, il suffit juste de remplacer donc, le Y par nu. Puisqu'on a dit donc en réalité que la distance entre le centre de gravité et la fibre supérieure, ça correspond à nu. Et la distance entre le centre de gravité et la fibre inférieure correspond à moins nu. Donc, en remplaçant donc Y donc, par ces valeurs-là, on a les expressions donc sigma CK sup, fibre supérieure, et sigma CK inf, donc qui sont données donc, par ces expressions-là. Si on veut connaître donc au niveau du champ de gravité donc des armatures comprimées donc, et des armatures de précontrainte, il suffit de remplacer donc Y par E0 et obtenir donc l'expression qu'on a vue donc tout à l'heure. Alors, il faut faire gaffe. L'Eurocode 2 nous dit donc les contraintes de compression donc, doivent être limitées en classe
d'exposition XD, XF et XS. Donc, cette limitation réglementaire donc, est égale à 0,6 fois FCK. FCK étant donc la valeur contractuelle, donc la résistance du béton. OK? FCK sur cylindre. Donc, la contrainte du béton au niveau des armatures de pré-contrainte n'est pas constante dans le temps. Donc, on voit aussi donc ça, c'est pas constant dans le temps. Je vais montrer donc pourquoi. Parce qu'en réalité, donc, P aussi, donc la pré-contrainte donc, dépend donc, du temps. Donc, en pré-contrainte, donc la contrainte du béton au niveau des armatures n'est pas constante dans le temps, même si l'on fait abstraction des charges variables appliquées donc, à la structure pendant donc, des durées trop brèves pour avoir une influence significative. Si vous regardez le cas des ouvrages d'art, souvent donc, le poids propre donc, domine souvent donc, les charges liées aux d'exploitation. Donc, le poids propre donc, est largement supérieur donc, aux autres charges qui interviennent donc, sur la structure. Donc, cette contrainte varie. On va voir donc, la figure C3, figure 33. Donc, des différentes phases de construction qui se traduisent donc, par l'application donc, de nouvelles charges, des pertes différées donc, de toute nature qui entraînent donc, une évolution progressive de la tension. OK? Donc, si on désigne donc par ces valeurs-là, donc sigma C max et sigma C min, les valeurs extrêmes de sigma C, on peut donc les représenter donc, sur ce diagramme-là. Vous voyez donc ça intervient donc en phase exécution, phase construction et en phase d'exploitation, au moment donc l'ouvrage est en exploitation. OK? Et donc ici, sigma C, ici, sigma C max, donc souvent, cette contrainte donc, dans le béton donc, est souvent maximale au voisin des armatures lorsque donc on a X, Y est égal à E0. Donc cette contrainte est maximale lorsqu'on tient compte uniquement donc la pré-contrainte. Vous voyez donc si donc, il n'y a pas de terme correspondant donc, au moment donc, extérieur. Okay? Lorsqu'on fait intervenir donc, les charges extérieures, donc cette contrainte-là va chuter. Donc ça va chuter. Et ça dépendra donc aussi, ça pourrait dépendre donc des valeurs donc, caractéristiques. Okay? Si les charges sont très élevées, donc les charges qui sont là, qui sont négatives, puisqu'on est donc en partie inférieure, okay? Donc vont diminuer donc cette valeur positive-là. Okay? On pourrait donc trouver donc à C, sigma C min. Okay? Donc les pertes alors maintenant donc on a terminé avec les pertes de déformation élastique. Je retourne en année, donc l'expression à retenir donc ici, donc avec toutes ces explications, il faudra retenir donc l'explication là lorsqu'on veut faire donc le calcul. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, donc cette expression là, delta sigma PL, c'est ça qu'il faut retenir. Lorsqu'on veut calculer donc delta sigma PL, on peut d'abord calculer donc le sigma PL et multiplier donc par AP. Donc, on va voir donc, le premier paramètre donc, pour les pertes instantanées. On va voir maintenant donc, le deuxième paramètre donc, qui est les pertes liées au frottement. Donc, les pertes donc, liées au frottement, dans les pertes delta PU dans les armatures de pré-contrainte par post-tension, du fait donc du frottement donc, du câble sur la génération donc, de la gaine, peuvent être estimés donc, au moment de l'expression donc, qui est donnée donc, ici par l'eurocode 2. OK? Donc, l'eurocode 2 a donné donc, cette expression-là. OK? Donc, delta P mu de X, donc, dans cette clause-là, vous pouvez regarder dans cette clause-là, c'est égal à P max facteur de 1 moins exponentielle de mu donc fois θ donc plus Kx. Donc Kx donc dépend de l'abscisse. OK? Donc on peut, comme on a vu tout à l'heure donc au début que P max étant égal à AP fois sigma P max, donc on peut donc écrire donc ici que delta P mu est égal à AP donc fois sigma P max. On peut donc aussi aller plus loin, donc écrire que delta P mu va être égal à AP donc fois delta P, P mu. Delta sigma P mu. Donc, en considérant que c'est cette partie-là qui va être égale à delta P mu. Alors, ce qu'il faut comprendre donc ici, c'est que une partie de l'effort P exercé donc par le vérin est équilibrée donc en réalité donc par les forces de frottement. Donc, on va voir donc ces forces de frottement.
Donc, dans la zone où donc, on peut avoir donc, si le câble, on va dire la gaine n'est pas droite, donc on a toujours ce frottement-là. C'est pourquoi donc ici on a dit dans les armatures de précontrainte par post-tension du fait du frottement. Hein. Donc dans le cas des armatures de précontrainte par prétension, donc c'est le frottement au niveau des déviateurs, c'est pas au niveau donc de la gaine. Mais on verra donc même en post-tension, donc c'est très rare donc d'avoir donc un tracé donc des gaines droits. Donc ils ne sont pas rigoureusement droits. Donc en pratique, donc une gaine n'est jamais rigoureusement droite. Elle présente donc souvent donc des festonnats, donc des déplacements latéraux comme ça. Donc c'est jamais droit. À cause donc des possibles donc du bétonnage, donc lors du bétonnage, on peut déranger un peu la position donc de ces gaines-là, même si on les arrime bien, même si on les arrime bien, au départ avec des cadres ou des étriers donc pour les fixer. Alors ici donc les paramètres θ, donc vous voyez donc la définition, θ est la somme des déviations angulaires donc sur la distance, ok? Quelle que soit donc leur direction, mu donc le coefficient de frottement entre l'armature de précontrainte et la gaine. K est un coefficient, est une déviation angulaire parasite pour les armatures. Donc ça veut dire que même dans le cas où la gaine est rigoureusement droite, il faudra tenir compte donc de ça. Donc il faudra tenir compte donc de ça. Il tient compte donc des déviations angulaires parasites. X est la distance le long de l'armature depuis donc le point où la précontrainte est égale à P max. Donc à l'origine. Alors donc voici comment ça se manifeste. Donc ici, vous tirez donc lorsque vous tirez donc ici donc vous faites donc la mise en tension de ce côté-là. On suppose qu'ici on a un ancrage fixe, un ancrage non actif. Passif. Donc ici, vous faites la mise en tension comme ça. Donc la précontrainte, donc la valeur que vous mesurez au niveau du verre, donc à ce niveau-là, est toujours différente de la valeur que vous mesurez donc ici à l'intérieur donc de votre poutre, du fait du frottement. Ok, donc du fait du frottement. Ok, donc la variation, donc delta, ça va être donc le P0 ici, donc qui est égal à P max moins donc la partie donc liée au frottement. Ok. Et comment ce frottement se manifeste? Donc voici comment ça se manifeste donc à peu près. Vous avez donc lorsque vous tirez comme ça, donc la gaine va frotter, donc le câble va frotter donc sur la gaine comme ça. Je rappelle donc le câble, on peut avoir un ensemble de torons. On peut avoir donc le câble peut être constitué par 7 torons T15S. On peut avoir donc 12 torons T15S, ainsi de suite. Ok? Voilà. Donc les paramètres dans l'équation, donc les paramètres dans l'équation, je retourne donc ici. Voilà, ces paramètres-là, donc mu et k, donc on va les voir, dépendent donc des caractéristiques donc des aciers aussi. Donc la valeur de mu dépend donc des caractéristiques de la surface des armatures et de la gaine. La présence ou non de rouille, donc de l'arrangement de l'armature et de son tracé aussi. Et l'autre paramètre donc K, déviation angulaire parasite, donc dépend de la qualité d'exécution de la distance entre les points d'appui de l'armature. Okay? Du type de conduit ou de gaine employé et du niveau de vibration donc étudié donc lors de la mise en œuvre donc du béton. Alors ces paramètres-là souvent sont donnés par l'agrément technique dans l'agrément technique, mais chaque fabricant donc pourra donner donc dans sa fiche technique, donc la fiche technique qui soumet donc à l'agrément technique européen, donc il va donner donc ces valeurs là-bas. Ok, donc ces valeurs-là donc c'est des valeurs qu'on donne. Pour les pertes dues au frottement, donc toujours, les paramètres, donc nous venons de voir donc le paramètre mu est donné donc par ce tableau-là. Comme je dis, à défaut des données fournies, des données fournies par un agrément technique, on peut utiliser donc dans l'expression donc nous venons de voir les valeurs de mu donc ici. Donc mu, on va s'intéresser nous aux armatures à l'intérieur donc des gaines, pas donc aux armatures extérieures non adhérentes. Ok. Donc, particulièrement lorsqu'on s'intéresse donc à la, qu'on appelle donc au toron, donc mu va être égal à 0,19 ici. Okay. 3, donc 3 c'est où même? À défaut, paragraphe 3, on est paragraphe 2.
Paragraphe 3. À défaut de données fournies par l'agrément technique, les valeurs donc des déviations angulaires parasites pour les armatures intérieures, donc ces armatures-là, ok, seront généralement telles que K est compris donc entre les deux valeurs, hein, donc 0,05 et puis 0,01 donc par mètre. Paragraphe 4, donc pour les armatures de précontrainte extérieures, donc ici, les pertes de précontrainte dues aux déviateurs angulaires peuvent être négligées. Voilà, donc le coefficient K donc, peut être négligé donc, pour ces éléments-là. Mais ici, pour ces éléments, on peut prendre K été compris entre ces deux valeurs. Donc, pour plus de précision, donc, vous voyez, donc, c'est en fonction, donc, ce tableau-là est un tableau aussi qui peut compléter aussi. Hein. Donc, torrent non lubrifié, donc, c'est le cas ici, donc, avec des coulées à l'intérieur, ok. Gaine feuillard, donc, acier, donc, c'est le plus utilisé souvent. Ça dépendra aussi, donc, de la gaine, puisqu'on avait dit, donc, mu, donc, les paramètres-là dépendent, donc, de la nature, donc, des gaines, ok. Et le coefficient K que nous avons vu, donc, est là. Vous voyez, donc, comme on a dit, donc, le coefficient K peut être négligé pour la précontrainte extérieure. C'est pourquoi donc c'est égal à 0 tout à l'heure. Ok. Bon, je crois que dans le cas donc, de ce cours-là, on va s'intéresser uniquement donc, à cette partie-là. Bien sûr, donc l'autre partie aussi donc, existe. Voilà, on va s'intéresser à ça. Donc, si on souhaite ne pas perdre de tension par frottement, trop de tension, donc on souhaite ne pas trop perdre donc, de tension par frottement, on met en place donc des vérins donc des deux côtés. Donc vous faites donc la mise en tension donc des câbles donc des deux bouts donc de la poutre. Ok. On a alors quelque part dans la longueur du câble un point fixe par rapport au conduit donc où les forces donc s'équilibrent donc les forces de droite et de gauche. Mais je vais revenir un peu en arrière pour vous expliquer donc pourquoi j'ai dit ça. Ok. Donc ici les pertes donc voilà. Donc ici, donc si vous regardez donc ici la tension donc ici à l'origine, vous voyez donc au fur et à mesure qu'on avance dans la peau, donc dû au frottement de la gaine, donc vous avez donc la tension donc au final va être très petit. Alors, si on veut éviter donc que la différence de tension donc ici et ici donc soit très grande, on peut donc décider en même temps donc de faire une mise en tension de ce côté-là. Dans ce cas, on va avoir donc une courbe qui va être symétrique. Donc, on va avoir une courbe qui va être symétrique et on aura un point donc fixe, donc un point donc entre les deux qui va être fixe ici. Donc je reviens en arrière, on continue. Voilà. Donc voici comment ça va se passer. Donc ah oui, ça est là, donc c'était là. Donc voilà, donc si on va avoir un point fixe, voilà. Donc à ce point-là, donc PS, donc l'abscisse S, donc ça va être égal à PS1, donc qui est le point fixe ici. Multiplié par exponentielle donc de l'expression à gauche, donc la tension à gauche, donc l'expression de perte à gauche et de l'expression donc de perte à droite. Ok. Donc on fait la mise en tension de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ça c'est le point fixe, donc voilà, qui est là. Alors donc à cet endroit, donc à ce point-là, les tensions s'équilibrent de part et d'autre. Dans le cas fréquent où le tracé donc des câbles est symétrique, ce point est situé donc à mi-longueur, donc ça peut se trouver à mi-travers donc la poutre. Dans le cas contraire, il est situé donc à une abscisse telle que les pertes à gauche soient égales aux pertes à droite. Bien sûr, donc ici, les pertes, donc ici, les pertes à gauche vont être égales aux pertes donc ici à droite. Donc, il faudra faire donc l'égalité entre les deux pour connaître la position donc, du point, comme on appelle donc S1. Voilà. Alors, donc on a terminé donc maintenant pour les pertes par frottement. Alors, pour les pertes par frottement, donc on a vu donc l'expression, ok, delta P mu, donc ça va être égal à P max facteur de 1 moins exponentielle donc de l'expression que nous venons de voir, ok. Alors il y a ces troisième perte là, donc instantanée, donc perte due au recul d'ancrage. Donc après mise en tension et dégonflage donc du vérin,
le câble donc se bloque dans son ancrage. Donc on verra donc en réalité donc il y a différents types d'ancrage. Hein. En fonction du type d'ancrage, donc cette recul-là, lorsque donc on va ancrer, donc il pourra avoir donc un recul donc à l'intérieur. Ok. Cette opération donc fait reculer donc cette opération donc de dégonflage donc fait reculer donc le câble à l'intérieur de son ancrage de quelques millimètres et donc le câble se détend. Donc il y a une perte donc à ce niveau-là. Il peut être pratiquement nul. Hein, donc cette perte-là peut être nulle ou bien ça peut être négligeable donc en fonction donc des systèmes de précontrainte. On peut avoir donc le système BBR, système Fréchinet, donc ainsi de suite. Ok, donc ça dépendra donc des types de systèmes de précontrainte. Ok. Donc il convient donc pour ce cas de tenir compte donc, des pertes dues à la rentrée d'ancrage pendant la mise en charge donc, de l'ancrage après la mise en tension, ainsi que les pertes donc dues à la déformation de l'ancrage lui-même qui va se coincer donc dans la tête d'ancrage donc de notre dispositif donc de précontrainte. Alors, lorsque après mise en tension, on relâche donc le vérin pour lâcher donc les morts, donc système avec mort d'ancrage, oui donc les morts donc les clavettes là, donc se bloquent. Le câble subit toujours un léger raccourcissement donc à l'intérieur, donc qu'on appelle G. G, ça va être donc le recul d'ancrage, donc c'est des millimètres, donc c'est pas beaucoup. Mais en réalité, donc, ce déplacement, aussi petit que soit-elle, donc, va avoir donc, des conséquences à l'intérieur que nous allons voir. Donc, le câble subit toujours un léger raccourcissement G dû à un glissement donc, des torrents ou des fils dans les clavettes et des clavettes donc, dans les plaques d'ancrage, entraînant un recul de quelques millimètres, comme vous voyez donc ici. Donc, il y a des retours donc, des câbles, ainsi retour donc, des clavettes dans les plaques d'ancrage. Ce mouvement en arrière provoque une diminution de la tension du câble. Donc, cette perte est inévitable, mais selon donc, la technologie, comme je vous l'ai dit, donc, selon la technologie, donc, en réalité, cette perte-là donc, peut prendre des valeurs donc, de 2 à 10 mm. Donc, voici comment ça se fait. Donc, lorsque vous voulez donc bloquer, lorsque vous tirez le câble et vous voulez donc le bloquer, donc ce retour-là, donc le retour donc de ce clavette-là, à l'intérieur, donc le câble va bien sûr donc retourner un peu en arrière et vous allez aussi avoir donc ce clavette-là qui va aussi donc à l'intérieur donc bloqué donc dans l'ancrage. Ces retours-là donc vont détendre donc ce câble-là qui était tendu au départ. C'est ça donc le recul d'ancrage. Donc, son influence, donc l'influence de cette retour-là, bien sûr, donc le câble va retourner à l'intérieur. Donc, le câble va retourner à l'intérieur donc du conduit, mais il ne va pas retourner donc jusqu'au bout. Donc, ce recul-là donc aura une influence qui va s'annuler donc à une distance d de celui-ci, à partir donc de laquelle la tension demeure donc inchangée. Donc, le recul ne va pas sentir donc sur toute la poutre. Sauf si donc, il y a un grand recul, donc, mais sinon donc, de 2 à 10 mm généralement, vous n'avez pas donc, cette perte donc, du recul d'ancrage. Donc les valeurs donc, de G hein, donc, peuvent être aussi données dans les agréments techniques, ok? Ou bien donc, les notices techniques donc, des fabricants, les notices techniques des procédures de précontrainte pour chaque type d'ancrage. Donc, j'ai donné donc, ce schéma-là pour montrer un peu lorsqu'on veut montrer donc, le blocage. Donc, voici comment ça se fait. Donc, vous avez ce petit déplacement à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc, lors du recul, donc, le mouvement relatif entre le câble et la gaine est de sens opposé. Donc, par rapport, si vous voulez, donc, par rapport au frottement. Donc, le frottement, donc, c'est, on va dire, donc, c'est de gauche, c'est de droite à gauche. Alors qu'ici, donc, le recul d'ancrage, ça va de gauche à droite. Donc, c'est de sens opposé. C'est pourquoi, donc, on va voir, donc, les courbes de frottement ne vont pas dans le même sens. Donc, ce mouvement rentrant donc, est gêné par le frottement. Hein, donc, le frottement donc, dans le sens inverse.
il peut être pratiquement nul, négligeable ou important. Hein. Donc à une distance D, donc la somme des efforts frottement d'équilibre, la somme des efforts de frottement équilibre donc la tension due au glissement du câble et il n'y a pas de déplacement de l'armature donc au point D. Donc voici comment ça se présente. Ici, vous avez donc les frottements, donc la perte entre ici et à l'intérieur. Mais ici, donc vous avez donc la chute, donc vous avez une perte donc ici due au recul d'ancrage. C'est-à-dire lorsque le câble retourne donc à l'intérieur, vous avez une perte juste donc ici, à ce niveau-là. Et cette perte-là, donc ce retour-là, donc va se sentir jusqu'à une distance égale à D. Donc une distance D égale à D ici. À ce niveau-là, donc D, on n'a plus donc le recul d'ancrage ne se fait pas sentir ici. C'est pourquoi donc en réalité, donc compte tenu donc de ce recul d'ancrage, donc qui va dans ce sens-là, bien sûr ici, vous avez donc l'allure donc réelle, donc la courbe ça va être comme ça, ainsi de suite. Donc à ces pertes-là, donc vont s'ajouter donc les pertes instantanées, je sais pas, déformation élastique du béton et relaxation. Hein. Donc on pourrait obtenir donc à la bout, on peut avoir donc une forme comme ça. Et de l'autre côté, donc on a ça. Donc vous voyez donc ici, compte tenu de ce que nous venons de voir donc ici, la tension au point D donc peut se trouver donc plus élevée que la tension donc au niveau donc de l'origine et au niveau de l'autre extrémité. Okay. Voilà. Voilà, donc voici donc les avant recul, avant recul d'ancrage, avant ancrage. On a donc ici sigma P, donc la contrainte, donc sigma P max facteur de 1 moins exponentielle de mu donc fois θ plus kx. Donc après recul, hein, donc ici vous avez moins et ici vous avez plus, donc ils évoluent dans le sens contraire. Il faut bien voir ça. Hein. Donc dans ce sens-là on a plus et dans ce sens-là on a moins après ancrage. Okay? Voilà, donc au point D, on va développer ça bien sûr donc, dans les diapositives qui vont venir. Au point D, cette expression-là est égale à cette expression-là. Donc il suffit de remplacer donc x par D et on va donc voir donc ce que ça donne. Okay? Voilà. On peut simplifier en posant donc x est égal à ça. Donc l'objectif donc c'est de calculer cette distance-là. Comment déterminer cette distance-là. Okay? Donc bien sûr donc on développe. Voilà. Donc voilà donc ici, si je reviens donc pour être plus clair, donc cette image donc est extraite donc des techniques de l'ingénieur, donc Robert Chauchin. Hein, donc vous devez donc maintenant vous habituer donc avec ces techniques de l'ingénieur qui ont un code couleur. Je crois que cette couleur-là c'est réservé donc au béton, béton armé, béton précontraint, je crois. Il y a d'autres couleurs donc aussi. Hein. Donc ici on a l'expression donc de sigma p x et on a ici donc l'expression de sigma P' de x. Donc, compte tenu donc, de ces valeurs-là, on peut connaître en même temps la déformation dans l'acier. Donc, par cette formule-là, EP donc, va être égal à sigma P donc, sur EP. On est dans le cas de l'armature. Pour le béton, on aurait dû donc mettre ici E, CM de T. Okay? Donc, du coup, le point, la distance de recul, donc ici, hein, donc, voilà. Donc, la perte liée au recul d'ancrage, donc c'est la différence entre ici et ici. Et ça évolue donc en fonction de x. OK? Donc, vous voyez, donc cette distance-là donc, évolue en fonction de x. Voilà. Plutôt cette perte-là donc évolue en fonction de x et ça s'annule. Donc, la perte donc, va être nulle ici à ce point-là. Pour être plus clair, donc j'ai ici donc ça ici. Au point D, au point D, donc on a sigma P ici, en remplaçant donc X par D, donc sigma P, donc ça va être égal à sigma P0, donc fois K de D, pas K de X, mais K de D ici. Et ici, on a sigma prime de X, ça va être égal à sigma prime de X, ça va être égal à, au point D, bien sûr, donc je dis écrit donc ici X est égal à D, X est égal à D. Donc, ça me donne ici plus K de D. Ici, on a moins K de D, on a plus K de D. Donc, à ce point-là, donc on a cette expression-là est égale à cette expression-là. Autrement dit, donc ceci va être égal à ça. Et c'est ça qu'on va voir donc tout à l'heure. Donc, dans le cas donc le x est très petit, donc on peut donc linéariser donc l'expression de exponentielle. Donc ça, on sait donc lorsque x est infiniment petit. Donc voilà.
Donc, compte tenu de ce que nous venons de voir, donc on peut donc dire que sigma P de D est égal à sigma prime P de D, et par conséquent, donc on a cette expression-là. Ça, nous savons que ça c'est égal à sigma P max, ok? Et ça, nous ne le savons pas. Donc, pour déterminer ça, donc, vous voyez, donc, si on a moins exponentielle de moins KD, exponentielle de plus KD. Donc, il suffit juste de multiplier donc, l'ensemble de la ligne par exponentielle de moins KD pour qu'ici on est à 0. Et par conséquent, exponentielle de 0 est égale à 1. Donc, on va obtenir donc ici sigma prime de P va être égal à sigma P de 0 exponentielle de moins 2K, puisqu'on a multiplié donc ici exponentielle de A fois exponentielle de B est égal à exponentielle de A plus B. OK? Voilà. Donc, ce qui nous donne ici, donc, sigma P de 0 est égal à ça. Donc, à part de là, on peut donc développer donc, l'expression de sigma prime P de x qui est donnée donc ici. OK? Voilà. Donc, sigma prime de P, donc, on sait que avant d'atteindre donc, D, c'est donné par cette formule-là, et au point D, au-delà du point D, donc, c'est égal à 0 parce que sigma prime de P est égal à sigma, je veux dire, donc, je m'excuse, hein. Donc, sigma prime de P de x est égal à ça avant d'atteindre donc D. Et au point D, et au-delà du point D, donc on a sigma prime de P est égal à ça. Donc, c'est à partir de là, donc on peut, donc, voir donc ici, on a sigma P de x, voilà sigma prime de P. Donc, au point, ici, cette formule-là est valable sur toute la longueur donc, de la poutre, ok? Et cette expression-là est valable lorsque x est égal à AD. Donc, les pertes qui vont être égales à sigma P de x moins sigma prime de P de x. Donc, lorsque x va être égal à 0, au moins égal à 0, donc ça va être égal à 0. Lorsque x va être égal à D, donc la différence entre ça moins ça, ça va être égal à 0. Puisqu'on a les mêmes expressions donc ici. Voilà, donc on en déduit donc les pertes. Donc les pertes, donc ça va être égal à, donc c'est la différence entre ceci, cette formule-là, sigma p dx et sigma prime p dx. Donc ça fait AP facteur de delta PS, PSL. Ok. Voilà. Donc ouais, donc delta PSL, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est égal à, ça va être égal à 0 lorsque x est égal à D au moins D, et ça va être égal à la différence entre ça et ça lorsque x est différent, lorsque x est inférieur donc à D. Voilà. On peut le développer donc ici aussi donc en donnant donc les expressions exactes donc de sigma p de x. Donc la valeur totale donc du recul G donc est donnée donc par cette formule là à partir donc des équations que nous venons de voir, puisque c'est des informations relatives, ok. Donc à partir de là donc on peut exprimer donc si on remplace, donc ici on va essayer bien sûr de remplacer donc ces expressions là, ok. Bien sûr, donc G fois P, donc ça prend donc l'air assuré, donc nous allons voir sur la figure donc technique de l'ingénieur. Donc, si on remplace donc les expressions de epsilon SL, donc qui va être égal à delta sigma P de x moins delta prime sigma P de x, donc qui va donner donc cette expression-là. OK? Donc, à partir de là, donc, on peut, dans le cas où donc, les variations des exponentielles sont faibles, puisqu'on avait dit donc on peut linéariser donc, les exponentielles donc, lorsque x est très petit. Ici, on va considérer que x, donc, lorsque x est petit, donc ça correspond à kx, donc inférieur à 0,2, ce qui est vrai donc, dans la plupart des cas. Donc, dans la plupart des cas, quand on fait donc k fois x, donc kx est égal à mu facteur de θ plus petit kx. Okay? On peut donc simplifier donc, en linéarisant. Donc, en linéarisant, donc, on obtient donc, cette expression-là qu'on a linéarisée à l'intérieur donc, pour obtenir donc, ceci. OK? Donc, ça nous donne donc ici au finish, donc, on obtient très rapidement donc, cette expression-là. Donc, si G fois EP donc, va être égal à ça. Donc, dans l'expression, donc ici, on va encore simplifier mathématiquement en posant Kx est égal à X sur L, donc fois KL. Donc, K de D va être égal aussi à D sur L, donc facteur de KL. Donc, si on remplace donc ces équations-là à l'intérieur, on obtient donc ici, voilà, donc on obtient donc ici GEP, donc c'est 2 fois sigma P de 0, donc fois KL, donc sur L, facteur donc de ça. Et ça, donc entre 0 et D, ça correspond donc à ça. OK.
en développant un truc, donc ça va être égal à D sur 2. Tout ça, ça va être égal à D au carré sur 2. Donc, à part de là, donc on peut donc en déduire donc la valeur donc de D, la distance de recul d'ancrage. Donc, la distance de recul d'ancrage, c'est primordial. C'est la première des choses qu'il faudra calculer lorsqu'on cherche donc les pertes dues au recul d'ancrage. Puisque l'expression donc des pertes dues au recul d'ancrage, il y a donc la valeur donc de D. Donc, c'est la première des choses à calculer. Après, donc le reste, donc c'est facile. Ici, elle représente bien sûr donc la portée de la poutre. Voilà. Donc, voici fini donc la troisième perte donc instantanée. Donc, perte déformation élastique, perte frottement et perte du recul d'ancrage. Alors, nous avons parlé donc tout à l'heure donc des mises en tension donc possibles donc des deux côtés lorsqu'on veut éviter donc les pertes. Ok. Ici, dans le cas où la distance D, donc la distance de recul d'ancrage, est inférieure donc à L sur 2, une mise en tension par les deux extrémités peut être envisagée. Donc d'abord, il faut calculer donc D. Les pertes dues aux rentrées d'ancrage sont symétriques et les aires assurées donc à gauche et à droite, donc qui représentent donc chacune G fois AP que nous venons de voir tout à l'heure, ne se chevauchent pas. Donc il n'y aura pas de chevauchement parce que D est inférieur donc à L sur 2. C'est le cas donc des câbles longs, donc où il y a un frottement élevé. Donc lorsqu'il y a un frottement élevé, donc il vaut mieux donc faire la mise en tension des deux côtés. Faible recul donc à l'ancrage, et ainsi de suite. Donc la tension dans le câble est globalement supérieure au cas d'une mise en tension à une extrémité, une seule extrémité représentée par les lignes en pointillés que nous allons voir donc ici. Voilà. Donc ici, si on faisait que la mise en tension donc de ce côté seulement, donc ok. Donc le câble donc au frottement donc c'est ça et ça c'est le recul d'ancrage. Donc finalement, en tenant compte du recul d'ancrage, donc on va voir donc une allure qui va faire comme ça. Comme ça et qui va descendre comme ça. Ok. Mais compte tenu du fait qu'on on fait donc la mise en tension de l'autre côté, donc finalement donc la ligne normale de la précontainte, donc ça va être ceci. Ça va être comme ça. Okay. Donc vous voyez donc en réalité la contrainte, la force de précontainte dans la poutre donc est variable. Elle n'est pas uniforme et il n'est pas forcément maximale au point L sur 2. Ok. On peut avoir donc une force qui est très maximale donc ici à D. Donc quand on parle là, donc si ça va prendre aussi donc le D. Ok. Voilà. Donc ici le point fixe immobile donc ça va être égal à L sur 2 parce qu'on a les deux côtés donc sont symétriques. Voilà. Voilà donc la mise en tension donc comme on l'a vu donc ici. Donc c'est les points. Voilà. Ouais donc ici donc le précontainte donc peut être plus élevé donc au niveau de la travée. Dans le cas où D est supérieur à L sur 2. Alors, lorsque la distance de recul d'ancrage est supérieure donc, à la mi-portée, donc forcément, les deux aires donc, vont chevaucher, donc ces deux aires-là. Lorsque cette distance-là, D, est supérieure à L sur 2, les deux aires donc, vont chevaucher. Okay? Donc, les zones d'influence donc, des reculs donc, de surface G, EP, donc chacune se chevauche. C'est le cas donc, des câbles courts tirés donc, des deux côtés avec des frottements faibles et des reculs d'ancrage importants. Okay? Donc, la courbe des tensions après recul doit s'établir de telle sorte que donc, la surface comprise entre elle et la courbe des tensions donc avant recul donc, vaille donc 2 fois G donc fois EP. Or, la surface couverte donc, par les rayons donc, des deux jaunes, donc, on va voir donc, ça soit plus clair. Okay. Donc, couvert par la réunion des deux zones d'influence est supérieure donc est inférieure donc à 2 fois Z du fait donc du chevauchement, bien sûr donc du fait du chevauchement donc on a cette zone là donc je vais vous le montrer donc tout à l'heure. Donc il s'ensuit un abaissement général donc la courbe de tension qui se retrouve donc en dessous donc la courbe obtenue par une mise en tension donc par une seule côté, par une seule extrémité. En résumé donc on va voir donc quand D est supérieur donc à S sur 2, il conviendra de mettre en tension le câble par une seule extrémité. Je vais vous montrer donc pourquoi.
Donc ici, donc vous voyez donc ici, lorsque donc les deux D est supérieur à R sur 2, donc vous avez donc le chevauchement entre les deux R. Et donc, en réalité, donc les deux R, donc la somme des deux R, donc ici, hein, donc si je prends l'air là, cette air-là, donc ici assuré, donc est inférieur donc à la somme des deux R. Puisque la somme des deux R, il faut aller donc ici, donc dans cette zone-là. Donc c'est la somme des deux R, donc on va dire donc 2 fois EG, hein, donc 2 fois EG, donc ça, il faudra tenir compte donc de cette zone-là. Ok, donc dans le sens là, ça va être comme ça. Donc c'est cette zone-là qui fait que donc compte tenu donc de ce recul-là, on n'a pas forcément donc la même chose. Donc on n'a pas donc égalité entre les deux. Donc vous voyez donc ici, lorsqu'on tire le câble d'un seul côté, donc quelle serait donc la rue? Si on tire, on fait la mise en tension d'une seule extrémité. Donc l'allure donc serait comme ça, compte tenu donc de ces pertes-là, du recul d'ancrage. Donc on obtient une allure comme ça, comme ça, comme ça, et on obtient comme ça. Ok. Donc en réalité, donc si on avait fait donc pour les câbles courts, si on fait la mise en tension d'un seul côté, la tension donc se trouve généralement donc plus élevée donc dans la poutre que lorsqu'on fait la mise en tension donc des deux côtés. Si on fait la mise en tension des deux côtés, donc vous allez voir donc cette courbe là qui est là, qui est là noire. Ok. Donc vous allez voir donc cette courbe là donc est inférieure donc sur tout le parcours donc à la courbe en pointillé. C'est pourquoi donc lorsque les câbles sont très petits, donc on vous demande donc si la longueur n'est pas assez grande, il vaut mieux donc faire donc la mise en tension d'une seule extrémité. Okay? Par conséquent, lorsque vous faites donc la conception de la poutre, il faudra faire, comme on appelle, il faudra faire un ancrage actif et un ancrage passif. Okay? Voilà. Donc voici donc les deux cas. Donc, cela dit donc pour les pertes, dernier type de pertes, donc les pertes de précontrainte par relaxation à court terme. Donc là aussi, je mets en même temps donc les clauses pour que vous puissiez donc vérifier donc les formules. Donc les pertes, la relaxation est un relâchement de tension à longueur constante. Donc elle n'apparaît pour les aciers à haute élasticité utilisés en béton précon que pour les contraintes donc supérieures à 30 ou 40% donc des contraintes donc de rupture garantie. Ok, donc contraintes de rupture garantie. Alors moi j'explique un peu, j'explique donc ce phénomène-là comme si vous tendez la main, donc à un certain moment donné, donc vous allez fatiguer, donc vous allez lâcher donc ce qu'on appelle donc la relaxation. Vous allez relâcher donc votre main. Donc voilà, même si vous êtes aussi costaud, donc il y a une durée minimale. Ok. Alors, donc les pertes par relaxation peuvent être obtenues à partir donc des certificats donc d'essai du fabricant ou définis comme le rapport en pourcentage, donc ρ 1000, donc de la variation de la contrainte sur la contrainte initiale, en appliquant donc l'expression ci-contre, donc l'expression qu'on va voir donc ça est là. Donc les pertes, donc ici données par la clause là, vous avez donc delta sigma PR, c'est égal à K1 donc fois rho 1000, donc exponentielle de K2 fois mu facteur 2, donc T sur 1000, hein, donc divisé exponentielle de 0,75, 1 moins mu encore, facteur de sigma PI, une contrainte initiale. Donc cette contrainte initiale, on va voir donc on va prendre donc dans la première approximation, donc est égal à sigma PM0, comme on a dit donc au départ, le calcul donc des pertes de pré-contrainte en post-tension, donc il y a beaucoup d'approximations. Donc, de ce fait, donc, on a la force de précontrainte donc, qui est là, qui est égale à AP fois delta sigma PR. Okay? Maintenant, on va voir donc, que les coefficients K1 et K2 dépendent donc, des classes de l'armature de précontrainte. Donc, l'Eurocode, donc, dans ce paragraphe-là, donc ici on est à 7, 4P, le présent Eurocode définit 3 classes de relaxation. La classe 1, fil ou torrent, donc de relaxation normale. La classe 2, fil ou torrent de basse relaxation, et la classe 3, donc barre laminée à chaud, ayant subi un traitement complémentaire.
On vous dit donc en ce moment donc, la classe 1 n'est pas couverte donc par l'euronorme, donc sous les avantages de précompte. Donc ça veut dire que on n'aura pas donc cette classe-là. Et par conséquent, on va travailler donc avec cette classe-là lorsqu'on utilise donc les torrents. Donc c'est donc la classe la plus utilisée, je crois. Oui, bien sûr, donc ça est là. Donc pour les structures importantes, on utilise presque exclusivement donc les aciers de classe 2. Donc en fonction, bien sûr, donc la classe, donc vous avez donc les coefficients qui sont définis rho 1000, donc dans la formule ici, dans cette formule-là, on va donner donc l'expression de rho, on va donner l'expression de K1, K2, ok. Donc ici on a rho, K1 et K2, ok. Donc tous donnés donc suivant leur clause donnée, ok. Donc pour la classe, moi je vais m'intéresser donc à la classe 2. Donc on a rho 1000, ça va être égal à 2,5. K1, ça va être égal à 0,6 et K2, ça va être égal à 9,1. Donc compte tenu de ça, donc on peut donc écrire donc l'expression donc qui est là. Ok. Donc on a rho 1000 donc est égal à 2,5. Ok. K2, K1, K1 c'est égal à 0,66 et K2 c'est égal à 9,1. Donc, compte tenu de ça, donc si on fait le produit, vous obtenez donc les valeurs suivantes. On peut donc écrire comme ça lorsqu'on sait que la classe de l'armature de pré-content est de classe 2. On peut directement écrire que delta PR va être égal à 1,65 exponentielle. Donc voilà, voilà la formule qui suit. Donc delta PR est la valeur absolue des pertes de pré-content par relaxation sigma PI. Donc comme je dis, on peut le prendre donc en première approximation est égal à PM0. OK? PM0, donc nous savons donc quelle est la formule. Tout à l'heure, donc on a vu que PM0 est égal à 77, le minimum entre 77% de FPK et 87% de FPK pour la pré-content par post-tension. Voilà. Donc après, donc, compte tenu donc de ces tableaux-là, donc j'ai tracé donc cette graphique-là. Mais bien sûr, donc j'ai pris donc pour T, le temps de relaxation, donc j'ai pris T est égal à 5000 heures. OK? Donc, en fonction de ça, on voit donc ici la classe plutôt classe 1, c'est la courbe qui est là. La classe 2, donc ça est là. Et la classe 3, donc ça est là. Donc, vous voyez donc ici, utiliser donc la classe 2 est plus bénéfique parce que les pertes ne sont pas très élevées. Ici, vous avez donc le rapport donc, des pertes sur sigma PM0. Donc, utiliser donc la classe 2 donc, est meilleur. OK? Voilà. La relaxation aussi, donc il faut savoir que c'est un phénomène donc dual, donc du fluage. Matériau donc soumis à une déformation constante, voit sa contrainte décroître dans le temps. Ce qui arrive donc pour les aciers aussi. C'est ça qu'on appelle donc la relaxation. Mais ça s'accompagne en même temps avec le fluage, puisque le fluage donc c'est une déformation lente et irréversible des matériaux donc sous contrainte constante. Donc le fluage, vous voyez donc ici on a le fluage. OK? Donc, le fluage, c'est quoi? C'est une déformation lente et irréversible. OK? Procédé mécanique des matériaux selon laquelle la déformation d'une pièce subissant une charge maintenue constante dans un temps continu. Donc, ici, vous avez, on applique donc à l'instant T0, on applique donc une constante, une charge P. Donc, la contrainte correspondante, ça va être égal à P sur S. Vous voyez, donc, c'est une déformation lente et irréversible, donc sous contrainte constante. Pendant tout ce parcours-là, donc la charge P est constante et on voit que malgré tout ça, donc le matériau a déformé de epsilon I, epsilon C, donc instantané. Et après, au-delà de ça, donc cette déformation continue. Cette déformation-là, ce qu'on appelle donc le fluage. OK? Donc la déformation totale du matériau, ça va être la déformation instantanée plus la déformation différée. Donc au finish, donc en âge très avancé, on constate qu'en réalité, donc la somme des deux donc fait est égal à 3 fois donc la déformation instantanée. OK. Et en même temps, donc comme on a dit donc pour la relaxation, donc en même temps, donc vous avez ici donc la tension donc dans l'armature donc qui va diminuer, donc qui diminue donc comme ça, cette forme. Initiale, ouais, donc la tension initiale donc ça est là, et après donc ça diminue donc moins les pertes donc ici entre T0 et T. Donc les pertes de... Alors, il y a aussi pour la pré-contrainte par prétention, on peut avoir donc les pertes
d'origine thermique due à la cure. Donc, j'avais parlé de ça, mais j'avais dit qu'en réalité, donc c'était éventuel, donc, parce que dans certains cas, on peut faire donc la cure thermique, dans certains cas, on ne le fait pas. Tout dépendra, donc, est-ce que les armatures, on les avait chauffées auparavant ou pas. Donc, l'expression donc ici, pour la précontainte, les pertes de précontainte à la cure thermique, donc c'est égal delta P θ est égal à 0,5 fois AP fois EP, donc fois alpha C, alpha indicé, donc facteur T max moins T0. Donc ici, alpha C, donc c'est 10 puissance moins 5 Kelvin. T max moins T0, donc est la différence entre la température maximale et la température initiale du béton au voisinage donc des armatures de précontrainte. Alors, donc, vous voyez, donc ici, on dit donc les pertes de précontainte, donc delta P, P, θ, dû à l'allongement du fait de la cure thermique, peut être, cette perte-là, donc peut être ignorée si les armatures donc, sont préchauffées, comme je venais de dire tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, donc ça, on a mis fin donc aux pertes instantanées. Donc, si on veut connaître donc PM0, bien sûr, donc ça va être égal à P max moins l'ensemble de ces pertes-là. Donc, perte par déformation élastique du béton, perte par frottement, perte par recul d'ancrage et perte par relaxation à court terme. Okay. Donc, maintenant, on va voir donc les autres termes qui interviennent. Donc, on va dire donc au-delà de, je vais dire donc au-delà de 40 jours, puisque je vais vous dire pourquoi donc c'est égal à ça. Donc, les pertes différées ne se manifestent pas indépendamment donc les unes des autres, comme on a vu donc pour le cas donc des pertes instantanées. Pour les pertes instantanées, donc on peut faire donc la somme donc des pertes parce qu'ils se manifestent donc de façon indépendante. Donc ici donc leur effet donc se superpose et s'influencent mutuellement puisqu'on a parlé de feuillage et de relaxation. Donc sur la courbe que nous venons de montrer, ces deux phénomènes donc interviennent en même temps. Donc ils ne sont pas séparés. Donc pour tenir compte donc du couplage entre ces différentes pertes différées, l'Eurocode propose la formulation donc suivant l'équation 5.46. 5 donc c'est à la section 5 de l'Eurocode 2 et puis 46 donc c'est la 46e équation. Okay. Donc la formulation donc qui est une méthode simplifiée donc pour évaluer donc les pertes différées à l'abscisse X donc sous charge permanente. Donc cette perte là, l'expression là, elle est valable aussi bien qu'on soit en prétension ou en post-tension. Ok, voilà. Donc la différence entre les deux, voilà, donc c'est pas tellement grave. Ok, seulement pour la précontainte par prétention, il faut tenir compte donc des forces de frottement donc liées au déviateur. Donc voici notre expression. Donc l'expression donc des pertes différées. Donc fluage, retrait et relaxation. OK? Donc c'est égal à AP donc fois cette expression-là. Donc la contrainte, donc les pertes de précontainte donc différées, donc c'est toute cette expression-là. Vous voyez donc ici on a les pertes dues au retrait. Donc on va voir donc les deux types de traits. Ensuite les pertes donc liées à la relaxation et les pertes donc liées au fluage. Donc ces deux phénomènes donc sont pratiquement liés. Okay? Voilà. Et puis il y a le numérateur, donc bien sûr, donc l'Eurocode a introduit donc ce numérateur-là. Mais en réalité, donc cet numérateur-là, donc quand vous faites le calcul, c'est pas trop différent donc de 1. Donc c'est généralement donc inférieur à 1,50, 1,30 comme ça. Voilà. Et vous avez donc à l'intérieur le coefficient de fluage. Donc voilà, je vais détailler donc tout ça. Donc la relaxation de l'acier dépend de la déformation relative due au fluage et au retrait du béton, qui n'est pas maintenue constante. Okay? De même, de manière générale et approchée, donc l'interaction entre le retrait et le fluage peut être prise en compte. Plutôt, donc c'est le retrait et le fluage, ok? Donc le retrait et le fluage peut être pris en compte au moins donc d'un coefficient de réduction donc égal à 0,8 pour l'évaluation donc des pertes donc qui est donné ici, ok? Donc les expressions donc la détermination des paramètres donc epsilon donc et la valeur estimée du retrait, comme indiqué donc au paragraphe 3, point 1.4, paragraphe 6. Donc, vous pouvez regarder là-bas. Donc, voilà, sous-titre 1.
et 3.1.4, paragraphe 6. Ensuite, vous avez EP, donc c'est le module de l'acier, donc de l'acier. ECM, donc le module de l'acier du béton, voir le tableau 3.1. Valeur caractéristique, c'est égal à ECM est égal à 22 FCM sur 10 à la puissance 0,3. Delta PR, donc ici on est en phase différée. Donc on est dans le cadre de calcul donc, des pertes de précontrainte différées, donc c'est-à-dire à un âge très avancé, temps d'observation très avancé. Donc ça veut dire que ici, dans l'expression des pertes de précontrainte que nous venons de voir, par relaxation, c'est pas le sigma PI qu'il faut prendre, mais le sigma P. Après, vous allez voir donc l'expression de sigma P, donc correspondance. Voilà. Donc, les autres paramètres aussi, AP, la section d'armature, de précontrainte, l'abscisse X, ici aussi on a, comment on appelle, AC, IC et ZCP. ZCP, donc en réalité, c'est l'excentricité donc, des câbles. Voilà. Donc, les autres paramètres, donc epsilon C, donc epsilon CSDT, un peu donc, détaillé. Donc, epsilon CSDT, c'est égal à la déformation, c'est la somme des déformations dues à la dessiccation et au retrait. Okay. Phi de T, donc on va voir, donc je vais développer donc cette formule-là, donc l'expression de phi de T, voilà. Sigma CM de T, voilà. Donc, à partir de l'expression que nous venons de voir, donc on peut dire donc en réalité que les pertes de précontrainte donc différées, donc c'est la perte donc due au retrait, donc à la relaxation et au fluage. Ok. Donc pour cela, on va calculer d'abord donc les pertes dues au retrait. Comme j'ai dit, donc les pertes dues au retrait, donc c'est E fois epsilon CSDT. Epsilon CSD est égal à la somme donc des déformations, la perte donc des déformations dues au retrait endogène et au retrait de dessiccation. Donc pour être plus rigoureux, on pourrait donc faire comme ça, epsilon CS est égal à epsilon CD à l'instant T d'observation, T ou T infini, moins donc T ou moins, donc faire la précontrainte. Okay? Mais généralement, donc ces termes-là, donc ces expressions-là, sont trop faibles donc, par rapport à ces expressions-là. C'est pourquoi donc, on ne va pas le tenir compte donc, pour la suite. Okay? Je reviens pas en arrière, oui, c'est bon. Okay? Donc, au cours donc, de son durcissement, donc, le béton donc, subit une diminution donc, de volume, le retrait. Donc, les câbles précontraints donc, solidaires donc, au béton donc, subissent donc, la même déformation, le même raccourcissement. Donc, il s'ensuit donc une perte. Alors aussi, donc, l'expression donc, pour le retrait, donc, lié à retrait endogène. Donc, cette formule-là, donc, c'est là, donc c'est facile à calculer, ok. Epsilon CA de T est égal à bêta AS, et bêta AS étant donné donc ici, par cette formule-là, epsilon CA infini, donc donné par cette formule-là. Par contre, donc, pour l'expression CD, donc c'est un peu plus long. Hein, donc, tout ça, donc, je crois que c'est extrait peut-être de l'annexe de l'Eurocode 2. Hein. Je crois que c'est l'annexe B2 ou B1. Voilà. Donc, epsilon CD, donc c'est égal à bêta ds de t. Donc, il tient compte ici. Donc, la dessiccation, vous avez vu, donc si on a un facteur ici qui est la durée de cure. La durée de cure, donc ça dépend du développement de la résistance. Donc, ça dépend du type de ciment. Voilà. Donc, il faudra faire donc des essais pour savoir combien de jours on va faire donc la cure. OK? Donc, cette durée de cure donc, intervient donc ici. Le coefficient KH, donc, est donné dans le tableau 3.3, je crois. Epsilon CDS, donc, qui est donné dans l'annexe. OK? L'annexe B1 ou B2, on verra donc tout à l'heure. Donc H0, donc ici, c'est le rayon moins. Voilà. Voilà, donc on voit donc si epsilon CD est de 0, donc epsilon, donc c'est celui-là, CD est 0, donc ça est là. Okay. Donc son expression donc, est donnée ici. OK. Tenons compte de ces paramètres-là. Bien sûr, donc si FCM de 0 que je n'ai pas pris, donc c'est égal à FCM sur 10. Hein. Non, FCM de 0 est égal à 10. Hein, c'est égal à 10. Donc ici, on va voir donc FCM sur 10 en réalité. Voilà. TS, donc l'âge du béton au début, donc la dessiccation, donc normalement c'est après la fin de la cure. Epsilon CD infini, donc est donné par cette expression-là, KH, est donné donc par le tableau 3.3, ça est là. OK. Le rayon moins, donc est donné par cette formule-là. OK.
Donc les autres paramètres, donc RH H0, et puis on a aussi donc alpha DS1, alpha DS2, donc sont donnés donc ici à cette page-là. Donc tous ces paramètres-là, vous voyez donc les alpha DS1 donc dépendent donc du type de ciment. Est-ce qu'on a un ciment donc à prise lente, à prise normale ou à prise rapide, donc et durcissement en même temps. Donc ça dépend de la classe du béton. Donc, les pertes maintenant dues au fluage. Donc, nous venons de voir donc ici donc, les pertes dues au retrait, epsilon CS. Donc, ici, on va voir donc, les pertes donc, dues au fluage. Donc, le fluage correspond à une déformation lente et irréversible dans le temps à effort constant. Donc, si vous regardez la courbe, donc c'est facile à expliquer. Et donc, à longueur variable. Donc, il est caractérisé donc, par une augmentation de la déformation du béton dans le temps. Ainsi, pour une pièce comprimée qui subit un raccourcissement instantané, epsilon i, à la mise en charge, donc à l'instant t0, si à l'instant t, on fait la mise en charge à l'instant t0, on constate que la déformation totale, donc epsilon t, augmente et peut atteindre donc 3 fois la déformation instantanée à l'instant t donné. Donc, la déformation entre l'instant t0 et le temps d'observation. OK? Donc, si le temps d'observation est très long, donc on dit que la déformation totale, donc ça va être égal à 3 fois la déformation instantanée. Donc, ce qui veut dire que la déformation du fluage est un peu lente, donc, mais elle est irréversible. Voilà, donc pour un élément donné, donc, vous avez ici donc, la déformation instantanée et vous avez la déformation du fluage. Pourquoi ces deux expressions-là? Parce que la déformation donc, dépendra donc, du type de fluage. Lorsqu'on a un fluage linéaire, le fluage linéaire, on va avoir l'expression, c'est quand la contrainte de compression dans le béton est inférieure à 45% de la valeur caractéristique du béton. Okay? Donc ici, lorsque le fluage est linéaire, donc on a ça, cette expression-là. Et lorsque le fluage est non linéaire, donc on a l'expression phi indice K. Donc l'expression K, on va voir donc de ce que ça vient après. Donc les pertes de précompteur instantanées, donc précompteur donc dans les armatures, donc ici à part de là, donc c'est égal à epsilon P, EP donc fois epsilon CI. Mais en réalité, donc ça a été tenu compte lorsqu'on calcule donc les déformations élastiques du béton, les pertes dues à la déformation élastique du béton, suite à la mise en charge donc successive donc du béton par donc les câbles. Donc on va dire donc les pertes liées à la non simultanéité de mise en charge. Donc le raccourcissement total, donc c'est raccourcissement instantané plus le fluage. Donc ce qui donne ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser en réalité, donc ça va être la partie donc liée au fluage, puisque cette partie-là a été prise en compte donc par delta PL. Ok. Donc on va s'intéresser à cette partie-là. Comme j'ai dit donc pour le fluage linéaire, donc voici les expressions. Et par conséquent, la perte de précontrainte due au fluage donc va être égal à delta sigma PC va être égal à EP fois epsilon CC de T à T0. Donc, qui va correspondre à ces deux cas-là. Mais il est préférable, on va s'arranger donc tout le temps donc, pour avoir un fluage linéaire. Ok. Donc, on va s'arranger donc, il est préférable de ne pas avoir donc, un fluage non linéaire. Donc, sinon, ça complique un peu les calculs. Voilà. Donc, phi de T, T0, donc, est donné dans l'annexe B1. Donc, phi de T, T0 c'est égal à phi 0, donc fois bêta C de T à T0. Donc, phi de T0, donc lui-même, phi de 0, phi 0 ici, c'est la somme, c'est le produit donc de ces trois paramètres-là. Lorsque le filiage est non linéaire, donc vous avez donc la même expression, mais vous avez donc si exponentielle de 1,5 fois facteur de K sigma moins 0,45. K sigma étant égal à sigma C, donc c'est l'FM de T0. Donc l'annexe, si vous exploitez un peu l'annexe B1, donc je développe ici donc pour avoir donc les différents paramètres. Donc c'est pas la peine maintenant d'aller donc vérifier, d'aller chercher donc l'annexe 2, sauf curiosité. Mais vous avez donc phi de T0 est égal à phi 0, donc fois bêta C de T à T0. Donc phi 0, donc lui c'est égal à phi RH, donc fois bêta FCM fois bêta T0. En regardant donc les expressions donc de différents paramètres, donc phi RH de T, donc ça dépend donc de FCM de T.
OK? Donc, FCM de T, on sait que c'est égal à FCK plus 8. OK? Si je fais 35 moins 8, il va me rester 27. Donc, ça veut dire que tant que la résistance du béton est inférieure à 27 MPa, on peut prendre donc cette expression-là. Et tant que la résistance du béton est supérieure à 27 MPa, on peut prendre donc cette expression qui est là. Bêta FCM aussi. Alors, les autres paramètres, bien sûr, alpha 1, donc c'est alpha 1 est égal à ça, alpha 2 est égal à ça, et alpha H0, donc on a vu tout à l'heure, donc est égal à ça. Donc, les autres paramètres, donc vous avez bêta FCM, donc est égal à 16,8 sur racine de FCM. Ensuite, on a bêta de T0, donc qui est égal à 1 sur 0,1 plus T0 à la puissance 0,2. OK? Alors, mais cette expression-là, si vous voulez, donc T0, un peu plus loin dans l'annexe, on nous dit qu'on doit tenir compte de l'influence du type de ciment sur le filage du béton. Okay? Donc, selon qu'on ait donc un ciment à prise lente, à prise normale ou à prise rapide. Okay? Donc, cette expression de T0, donc cette deuxième expression de T0 n'est valable que uniquement lorsqu'on veut calculer donc, le bêta T0. Il ne faut pas donc l'introduire donc quelque part, donc je sais pas, donc par exemple ici, il ne faut pas l'introduire là-bas. Donc, c'est n'est valable uniquement donc ici. OK? Voilà. Si on veut tenir compte donc de l'influence du type de ciment. OK? Bien sûr, donc le coefficient alpha, hein, donc voilà, donc ça dépend du type de ciment. Donc vous avez les trois types de ciment ici. Voilà. Et vous avez donc l'autre expression de phi de T0, donc bêta C TT0, donc aussi la formule donc est là. Donc à l'intérieur, on a le bêta H, donc est donné par cette formule-là. Bêta H aussi donc dépend de FCM. FCM, donc par conséquent de FCK. OK. Voilà. Donc ici, on a un autre coefficient qui est alpha 3. Alpha 3, donc on peut donc calculer donc ici. Donc voici donc, si vous voulez, donc pour le calcul donc, des pertes de feuillage, on peut donc tout peut être résumé donc ici. OK. Ici, ce qui manque, donc c'est le sigma, hein, donc sigma donc sur EC. Voilà. Ensuite, donc pour les pertes, donc toujours donc différées, donc on a un dernier terme, donc qui consiste donc les pertes par relaxation à long terme. OK. Donc, ce phénomène donc appelé relaxation donc dépend donc on a vu donc en réalité donc dépend donc des trois paramètres. Donc on va voir donc les paramètres en réalité. Donc ça dépend donc des paramètres, donc la composition chimique de l'acier, la cristallographie de l'acier elle-même fortement influencée donc par le mode d'élaboration du fil, la tension à laquelle l'acier a été soumis. OK. Donc voilà. Donc le câble tendu a une contrainte sigma pi voisine de la limite de l'acier, sa limite élastique. Et donc la longueur est maintenue constante, donc voit sa contrainte diminuer au cours du temps. Donc environ donc 5%. Pour les bons aciers, au bout d'un temps infini. Donc ça, il faut juste remonter donc à la courbe que j'avais tracée donc tout à l'heure et regarder donc à partir d'un temps donc t donné. Donc il suffit donc de changer donc le temps et puis vérifier donc comment ces paramètres-là. Ok. Donc elle n'apparaît pour les aciers à haute élasticité donc utilisés en béton préconduit que pour les contraintes donc supérieures. Donc on a vu ça tout à l'heure. Voilà, donc les formules, donc c'est là. Donc la différence avec ce que nous venons de voir donc dans le cas des pertes par précontrainte, de précontrainte par relaxation à court terme, c'est qu'ici, donc ici, dans l'expression, on a sigma PI. Hein, donc on avait dit qu'on remplace par sigma PM0. Alors ici, donc ce ne sera pas sigma PM0, mais dans une première approximation, on peut même limiter sigma P à sigma PM0, mais on pourra même le calculer, donc c'est possible de calculer. Donc, la valeur à long terme, hein, donc finale, donc des pertes par relaxation peuvent être estimées à AT est égal à 500 000 heures, donc soit 54 ans, 57 ans environ. Donc, ça va faire 20 819,24 jours. Alors, moi, j'ai calculé comme ça, j'ai pris qu'une année, donc ça fait 65,25 25 jours, 65,25 jours, puisque tous les 4 ans, donc l'année change,
on a le 29 février. Donc ici, le paramètre donc mu, le paramètre mu, donc ici, je reviens ici, le paramètre mu qui est là aussi, ok. Donc lui, donc ça va être égal à sigma p, donc fpk. Donc ça dépend, donc ici, donc on est en phase d'exploitation, donc on voit ici donc les termes quasi permanents qui interviennent. Donc on peut donc écrire donc sigma p va être égal à donc EP donc sur ECM plus facteur de sigma c qp. Tu rends compte donc des charges de la combinaison quasi permanente plus donc le sigma PM0. Généralement, donc ce terme-là donc, est petit par rapport à ça. C'est pourquoi dans certains cas, vous voyez, donc les gens vont négliger donc cette partie-là. Ils vont prendre donc sigma P égale sigma PM0 comme on a vu dans le cas donc des pertes de précontaine par relaxation à court terme. Voilà. Donc on peut, donc à part là, donc on peut écrire donc ce terme-là donc ici en l'écrivant, donc on peut l'écrire donc directement comme ça. Ici R sur fois PM0, donc voilà. Donc c'est l'expression qu'il faut. Voilà. Alors, donc voilà, donc on a donc je récapitule, donc on a toutes les pertes maintenant. Donc on a les pertes instantanées qu'on a calculées, on a les pertes différées. Pertes différées, donc on a pertes liées au retrait, pertes liées au fluage et pertes liées à la relaxation à long terme. Ok, voilà. Donc c'est ce qu'il faut donc pour les calculs des pertes. Voilà, on va terminer donc ici en conclusion. Donc les calculs des pertes sont aujourd'hui intégrés dans la plupart des logiciels de calcul de structure. Il y a des logiciels, donc peut-être que j'ai oublié donc un logiciel sur lequel donc j'avais une version donc gratuite, mais j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Donc effectivement, donc il faut calculer donc les pertes de précontaintes. Donc il faut après donc vérifier avec la méthode manuelle. Ok. Qui permet donc de traiter de façon exacte le problème. Dans les calculs manuels, donc on effectue donc couramment donc les approximations suivantes. Donc c'est pourquoi on disait donc tout à l'heure que je disais tout à l'heure donc en réalité donc les calculs donc des pertes de précompte donc se font avec beaucoup d'approximations, puisqu'on suppose par exemple que l'abscisse de la poutre et l'abscisse donc curviligne du câble sont confondus. En réalité, donc la poutre elle est droite, mais les câbles donc ont une forme donc courbe donc à l'intérieur. Mais nous le confondons. Ensuite, les exponentielles décroissantes sont linéarisées, donc par exemple pour le calcul donc de D, donc la distance de recul d'ancrage. Les pertes différées par fluage sont évaluées forfaitairement à partir donc des contraintes extrêmes donc subies par le béton. L'interaction entre les pertes différées est traitée à l'aide donc des règles, voilà, donc la formule qui est là. Donc, dans l'ancienne norme française, donc il n'y avait pas la fraction là lorsqu'on calcule donc les pertes différées. Il y avait uniquement donc les pertes du retrait plus je crois 5/6 donc des pertes de relaxation plus les pertes du fluage. Donc il n'y avait pas donc la fraction. Donc dans le BPL. Voilà, donc je vous remercie de votre aimable attention. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, donc il faudra bien me les poster. Ok. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup.